charge et courant sur la surface du conducteur parfait. Donc, on va prendre la relation QTC qu'on a établie dans le paragraphe précédent, qui provient de la condition limite sur le champ. On a projeté la relation C sur l'axe X et sur l'axe Y pour déterminer l'expression du champ électrique ER. Mais dans ce paragraphe, on va projeter la relation C sur l'axe Z. Donc si on projette la relation C sur l'axe Z, on trouve automatiquement sigma égale à 0. Donc ceci montre que la surface extérieure du conducteur parfait ne porte pas de charge. Et on a déjà montré que le courant ne possède pas de charge volumique. Donc en conclusion, notre conducteur parfait n'est pas chargé ni au niveau de sa surface ni dans son volume. Donc pour le courant, donc deuxième étoile, donc on va utiliser la condition aux limites petit b qu'on a établie dans le premier sous-paragraphe grand 1. Donc c'est la condition aux limites relatives au champ magnétique. Donc selon le paragraphe grand 1, on a démontré la condition aux limites petit b. Et si on applique cette condition aux limites à notre cas, donc on a le champ magnétique dans le vide au voisinage de la surface du conducteur, c'est-à-dire si Z tend vers 0 à l'instant T, donc c'est égal à mu0 JS vectoriel N. Avec N, on a dit que c'était la normale sortante, et dans notre cas, la normale sortante, c'est moins UZ. Donc le but, c'est de déterminer JS, le courant surfacique. Donc on va multiplier à gauche et à droite, de façon vectorielle, par le vecteur UZ. Donc ça sera UZ vectoriel B vide égale moins mu0 UZ vectoriel JS vectoriel UZ. Donc c'est égal à... Donc ici on a un double produit vectoriel, donc on va appliquer la formule de double produit vectoriel. Donc c'est moins mu0. Donc parenthèse, le premier vecteur JS moins parenthèse, le deuxième vecteur UZ. Donc ce qui reste de JS, donc c'est UZ scalaire UZ. Et ce qui reste de UZ, donc c'est UZ scalaire JS. Donc UZ scalaire UZ, ça c'est bien égal à 1, parce que UZ c'est un vecteur unitaire, mais UZ scalaire JS est nul, car JS il appartient à la surface sigma de conducteur, alors que UZ elle est orthogonale à la surface sigma de conducteur. Donc UZ sera orthogonal à JS et par suite le produit scalaire il sera nul. Donc finalement on va trouver égal moins mu0 JS. Donc on peut en déduire l'expression de JS. Donc JS est égal à moins 1 sur mu0 UZ vectoriel B vide pour Z qui tend vers 0 fois T. Donc c'est égal à 1 sur mu0 fois. Donc B vide c'est la superposition de B incident et de B réfléchi au voisinage de la surface vectoriel UZ. Donc c'est égal à 1 sur mu0 fois. Donc on a trouvé pour le champ magnétique incident
E0i sur C cosinus oméga t, donc pour z égale à 0. Et pour le champ magnétique réfléchi, donc on a trouvé la même expression. Donc tout ça donc, est suivant UY, parce que le champ magnétique, on l'a trouvé suivant Y, vectoriel UZ. Donc ça donne finalement JS égale 2 E0i sur mu0c cosinus oméga t suivant UX. Voilà. Donc on trouve que la direction du courant qui est créée à la surface de conducteur, elle est suivant X. Donc ce qui est en accord avec l'interprétation physique de l'existence de l'onde réfléchie qu'on a expliqué dans le paragraphe précédent. Donc on a dit que le champ incident électrique, il va exciter les électrons, il va les déplacer de façon ordonnée. Donc il va les déplacer certainement suivant sa direction, parce qu'il va exercer sur ces porteurs la force électrique F égale à Q fois E. Donc ces électrons vont être déplacés suivant la direction X, la direction de polarisation du champ électrique incident. Donc le courant électrique va être de la même direction. Donc on trouve ça par le calcul. En plus, on a dit que ce courant, puisqu'il est variable au cours du temps, donc il va donner naissance à un champ magnétique variable, c'est le champ magnétique de l'onde réfléchie, et ce champ à son tour, il va expliquer l'existence du champ électrique grâce, on a dit, à l'équation de Maxwell-Faraday.